Tout le monde connaît l'entreprise Warner Bros. Car c'est l'un des 5 grands studios d'Hollywood avec Disney, Universal, Sony et Paramount. Sous le nom Warner Bros. Se trouvent de nombreuses marques, comme le service de streaming HBO Home Entertainment, les critiques de films de Rotten Tomatoes et Movies.com, ou encore tout ce qui a trait à DC Comics. S'y ajoutent des chaînes de télévision et des productions comme Cartoon Network, Adult Swim, TNT ou encore CNN. Mais la liste des marques derrière l'entreprise Warner Bros. Est encore bien plus longue. L'entreprise a été fondée par 4 frères qui partageaient une vision. Mais avant d'en arriver là, ils ont d'abord dû quitter leur pays. La famille von Saal vit à Krośnickiels, dans l'Empire russe, qui se trouve aujourd'hui à l'est de la Pologne. En quête d'une vie plus facile et plus heureuse, les parents des Warner Bros. Émigrent à la fin des années 1880 en Ontario, au Canada, où naît également le plus jeune des frères, Jack Leonard Warner. Le père, Benjamin von Saal, était cordonnier et s'est d'abord rendu dans l'Ontario, au Canada, avec sa femme Pearl Leah Eigebaum, à la fin des années 1880. De là, la famille s'est d'abord installée à Baltimore, puis a ouvert une épicerie à Youngstown, dans l'Ohio. Harold Harry Warner, né Hirsch Moses von Saal, était le fils aîné de la famille de 12 enfants. Il a toujours été décrit comme très conservateur et réfléchi, ce qui sera par la suite synonyme de succès pour l'entreprise, mais aussi de critique. Sam Warner, né Samuel von Saal, travaillait déjà dans un parc d'attractions lorsqu'il était adolescent, où il s'occupait des projecteurs à partir desquels étaient diffusés des films muets. C'est ainsi que son intérêt pour l'industrie cinématographique a été éveillé et que Sam Warner a voulu exploiter lui-même un cinéma. Sam était le visionnaire des frères et avait de grandes ambitions pour sa vie et aussi pour l'avenir de sa famille. Aaron Albert Warner, né Abraham von Saal, a toujours été décrit comme calme et discret. Jack Leonard Warner était le 9e des 12 enfants. Il était déjà au Canada peu avant que la famille ne déménage à Baltimore. Jack était considéré par ses frères comme le coureur de jupons, mais il savait aussi diriger l'entreprise d'une main de fer. Sam était passionné par les films et a vu se développer toute une industrie autour des nouvelles technologies. Grâce à son travail dans le parc d'attractions, il s'y connaissait déjà en projecteur et a convaincu ses frères Harry et Albert de rassembler toute leur économie et d'acheter leur propre projecteur. Malheureusement, l'argent n'était pas encore suffisant, alors ils sont allés voir leur père avec leur idée. Celui-ci a mis son cheval et sa montre en or en gage pour que les frères puissent acheter l'un des premiers projecteurs de films, un kinétoscope Edison. Pour ce faire, les frères se procurèrent une copie du film de western Le Grand Vol du chemin de fer. Ce film de 12 minutes a établi des normes à l'époque et a été projeté pendant des années dans les cinémas des États-Unis. Dans ce film, de nombreux clichés de western prennent naissance, comme le fait de tirer au sol pour qu'un autre danse. Avec le projecteur, Sam, Albert et Harry ont parcouru l'Ohio et la Pennsylvanie et ont projeté le film dans les foires et des Nickelodeon. En 1903, ils ont cessé de voyager de foire en foire, car ils avaient déjà gagné tellement d'argent qu'ils ont ouvert leur premier Nickelodeon en Pennsylvanie. Un Nickelodeon est un espace couvert équipé d'un projecteur, quasiment l'ancêtre du cinéma actuel. C'est à ce moment-là que Jack est également intégré à l'entreprise, car le jeune garçon, alors âgé de 11 ans, se produit pendant les pauses et chante pour les visiteurs, tandis que Sam, Albert et Harry échangent leur rôle devant le projecteur dans les coulisses. Sam en particulier était conscient que les films étaient plus qu'un simple divertissement de foire. C'est pourquoi il a tout fait pour ne pas seulement projeter des films, mais aussi pour les produire. Il a fallu cependant attendre près de 10 ans avant de pouvoir franchir cette nouvelle étape.
Les 4 frères eurent tellement de succès avec leur Nickelodeon qu'ils rachetèrent d'autres petits théâtres et mirent également en place leur propre distribution sous le nom de Duquesne Freizeitgesellschaft. Les frères vendirent avec succès la distribution en 1909 pour 52 000 $ et commencèrent ainsi leur première production propre. Le premier film, Peril of the Plains, est sorti en 1912 avec Todd Farley et Ellen Armstrong dans les rôles principaux, tandis que Sam Warner s'est chargé de la réalisation et de la production. Le drame de l'Ouest a été entièrement filmé en 3 jours et a permis aux frères de franchir une nouvelle étape importante. Avec leurs propres films, ils avaient non seulement leur propre cinéma, mais aussi la production des films entre leurs mains, ce qui leur permettait de maximiser encore plus leurs bénéfices. Cela a conduit Sam et Jack à déménager à Hollywood en 1915 pour y produire les films, tandis qu'Albert et Harry s'occupaient des affaires à New York. Cependant, on ne peut pas comparer la production cinématographique d'il y a 100 ans à celle d'aujourd'hui. Le risque était très grand pour les Warner Brothers, car ils devaient investir beaucoup d'argent pour chaque film et devaient compter sur le fait que cet argent serait récupéré dans leur cinéma. Afin d'assurer leur succès autant que possible, ils ont directement signé différents acteurs, de sorte qu'ils produiraient des films en exclusivité avec la Warner Brothers. La plus grande star était Rin Tin Tin, un berger allemand qui apparaissait dans de nombreux films à succès. Le chien a été trouvé par un soldat américain dans une grange à la fin de la Première Guerre mondiale en Lorraine, en France, alors qu'il n'était encore qu'un chiot. Le soldat Lee Duncan a emmené le chien en Amérique et a fait des tours dans un spectacle de cirque. C'est ce qu'a vu à son tour le producteur Daryl F. Zanuck, qui voulait en fait simplement essayer sa nouvelle caméra de cinéma. Rin Tin Tin a été la vedette de 26 films jusqu'à sa mort en 1932. L'entreprise Warner Bros. Avait connu de nombreux succès avec le chien, mais elle s'était aussi régulièrement retrouvée au bord de la faillite. Le salaire de Rin Tin Tin était de 6 000 $ par semaine et les dépenses augmentaient. Mais avant même la mort de Rin Tin Tin, la Warner allait faire une grande percée dans le cinéma. En octobre 1927, le film The Jazz Singer est sorti avec Al Jolson dans le rôle principal. Le film durait 96 minutes, ce qui était considérablement plus long que les films réalisés quelques années auparavant, mais ce n'était pas l'essentiel. The Jazz Singer était le premier vrai film avec du son. Avec un budget de 422 000 $, le film a rapporté 2,6 millions de $, ce qui en fait le plus grand succès de la Warner Brothers à ce jour. Ils le doivent à leur cohésion et à leurs différentes compétences. Sam Warner avait découvert 20 ans plus tôt le Vitaphone, qui permettait de synchroniser la bande-son avec la piste du film, et a acheté les droits de cette technologie avec l'aide de sa famille. C'est toutefois Jack Warner qui, grâce à son charme, a réussi à convaincre le célèbre chanteur Al Jolson de participer à ce projet. Les frères étaient conscients d'avoir créé quelque chose de grand. C'est pourquoi la première réplique du film était « You ain't heard nothing yet », c'est-à-dire « Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien entendu ». Avec ce film, Warner Bros. A bouleversé l'industrie du cinéma et sonné la fin des films muets. Les bénéfices ont été directement réinvestis dans l'entreprise et des cinémas ont été achetés pour continuer à développer leur activité. Grâce à ce film, Warner Bros. Est devenu le studio de cinéma le plus prospère des années 30 et 40. Ils ont pris sous contrat des acteurs comme Errol Flynn, Bette Davis et Humphrey Bogart et ont créé avec Casablanca l'un des films les plus célèbres de tous les temps. Le plus triste dans ce succès est cependant que Sam Warner n'a jamais pu assister à la première. Ses plans et ses visions pour l'avenir ont rendu le film possible, mais il est décédé d'une hémorragie cérébrale un jour avant la première. Pour cette raison, aucun des frères n'a assisté à la première. Pour l'avenir, Jack a pris en charge les opérations à Hollywood. Harry a continué à être le président de l'entreprise et Albert s'est occupé des finances. Les temps ont changé et les 3 frères ont continué à gérer les affaires avec les films sans Sam et des changements massifs allaient se produire.
La plupart des gens connaissent Warner Bros. Parce qu'ils ont grandi avec les dessins animés de Bugs Bunny, Daffy Duck ou encore les Looney Tunes. Tout cela a commencé en 1935, lorsque Warner Bros. A lancé Cochon Dick en tant que court-métrage. Daffy Duck est apparu en 1937, Bugs Bunny en 1940, Titi en 1942 et Sylvester en 1945. Tous ont débuté avec les Looney Tunes, une série de dessins animés lancée par Warner en 1930. Dans les années 30 et 40, les Looney Tunes ont donné naissance à de nombreux personnages chargés de clichés et d'origines ethniques diverses. 11 des films ne sont plus montrés ou vendus depuis 1968, en raison de leur contenu raciste. Une situation similaire s'est produite en 1999 avec Speedy Gonzales, qui a été considéré comme raciste et a donc été arrêté. Mais la communauté latino-américaine a protesté et Speedy Gonzales a fait son retour en 2002. Avec les dessins animés, Warner Bros. Avait un nouveau point d'appui et ne dépendait plus d'acteurs individuels comme c'était le cas pour Rin Tin Tin. Cependant, l'entreprise connut également une période difficile, car la Seconde Guerre mondiale avait éclaté. Harry Warner, en particulier, se distingua à plusieurs reprises durant cette période par ses opinions conservatrices. En 1939, il a été récompensé aux Oscars pour la production de courts-métrages patriotiques représentant des épisodes significatifs des premiers combats du peuple américain pour la liberté. Seulement 2 ans plus tard, il a dû défendre ses productions cinématographiques à Washington, car il encourageait indirectement le militarisme et le bellicisme. Harry Warner était très important pour le président Roosevelt de l'époque, car il était pondéré tout en ayant une grande influence à Hollywood. Harry connaissait mieux que quiconque le pouvoir d'un bon film et la manière dont on pouvait y associer éducation, divertissement et influence sur les masses. Jack et Harry étaient d'accord sur le fait que l'antisémitisme venu d'Europe, qui avait entre-temps trouvé de plus en plus de partisans en Amérique, comme Henry Ford ou Charles Lindbergh, n'apportait rien de bon à l'Amérique. L'influence de l'Allemagne se faisait également sentir dans l'industrie cinématographique, car entre 1934 et 1941, les films anti-nazis étaient interdits en Amérique. C'est Georg Gissling, un proche du ministre allemand de la propagande Joseph Goebbels, qui s'en est chargé. Les 3 frères, qui étaient eux-mêmes juifs, ne se sont pas laissés faire et ont continué à produire des films sur des thèmes juifs avec des acteurs juifs, afin de prendre position contre la montée du fascisme en Amérique et dans le monde. La Warner était le seul studio de cinéma à soutenir la Ligue anti-nazie d'Hollywood, fondée en 1936. Parmi eux figuraient des dessins animés et des films comme Confessions of a Nazi Spy de 1939, qui fut le premier film à présenter les nazis comme des ennemis. Mais lorsque l'Amérique est entrée dans la Seconde Guerre mondiale en 1941, la propagande est devenue beaucoup plus directe et publique et l'interdiction a également été levée. Chez Disney, Donald Duck luttait contre le régime nazi et la Warner Bros. Faisait également la promotion des emprunts de guerre dans ses dessins animés. Le film The Dictators de 1942 était très en vue. Il donnait un aperçu de la situation et tournait en dérision le comportement d'Hitler, de Mussolini et de Hideki Tojo. À la fin de ce film d'à peine 8 minutes, on fait la promotion de l'achat d'obligations de guerre afin que la guerre puisse se terminer rapidement. Après la guerre, tout devait aller mieux. Les Warner Brothers produisaient des films et les projetaient dans leur cinéma. Ils avaient leurs propres acteurs sous contrat et pouvaient donc tout faire eux-mêmes, de l'agence à la production et à la distribution. Malgré les revers, les frères ont réussi à construire un monopole pendant cette période difficile et étaient ainsi devenus l'un des plus grands studios de cinéma. En 1948, la Cour suprême des États-Unis a toutefois décidé que de tels monopoles n'étaient plus autorisés dans l'industrie cinématographique. Les frères ont dû vendre tout leur cinéma et dépendaient désormais d'un exploitant étranger pour projeter leurs films.
À cela s'ajoutait la progression des téléviseurs. De plus en plus de ménages pouvaient s'offrir un appareil et moins de gens allaient au cinéma pour regarder des informations ou un film. Cela a eu un impact sur tous les producteurs de films, mais la Warner a été plus touchée parce qu'elle était l'une des plus grandes entreprises de l'industrie, qui prenait aussi beaucoup de risques. Les temps sont devenus difficiles pour les frères et c'est ainsi que Harry, Albert et Jack ont décidé de vendre leur part dans l'entreprise et les droits de tous les films produits avant 1950. Cette décision a cependant entraîné une dispute qui allait changer le reste de la vie des trois frères. Après la mort de Sam, Jack s'est forgé à Hollywood la réputation d'être l'un des partenaires commerciaux les plus désagréables avec son caractère impitoyable. Ses frères allaient désormais en faire les frais. En 1956, les frères décidèrent de tout vendre à l'Associated Artists Production pour 21 millions de dollars. Cependant, Jack a ensuite racheté les parts de ses frères et a ensuite dirigé seul la Warner. Le comportement impitoyable de Jack n'a pas épargné ses frères. Les frères ne se parlaient plus et Harry est mort 2 ans plus tard, en 1958. Jack n'est même pas venu aux funérailles de son propre frère. Même Albert ne parlait plus à Jack, bien qu'Albert soit redevenu membre du conseil d'administration de Warner Bros. En 1966. Après le décès d'Albert Warner, en 1967, Jack a pris également sa retraite en 1969 et quitta l'entreprise. Grâce à des investissements judicieux, les frères ont pu sauver l'entreprise de la faillite à plusieurs reprises et ont également réalisé d'importants bénéfices. Les droits sur la technologie permettant de produire un film sonore n'en étaient qu'un. En 1967, la Warner a été rachetée par Seven Arts et peu de temps après, en 1969, par Kiné National. Dans les années 70, Warner Bros. A produit des films à succès, comme L'Exorciste ou la série de films de Clint Eastwood dans le rôle de Dirty Harry, qui font désormais partie des classiques de l'histoire du cinéma. Mais ce qui était particulier, c'est qu'ils ont acheté les droits pour DC et donc aussi les droits cinématographiques pour Superman, Batman, Watchmen ou la Justice League. Mais Warner Bros. A également connu un grand succès en dehors des films. En 1976, l'entreprise a racheté Atari, ce qui a d'abord été un grand succès. Mais lorsque le marché des jeux vidéo s'est effondré, Atari a été revendu en 1983. Dans les années 80, les Looney Tunes ont fait leur grand retour et les dessins animés autour de Bugs Bunny, Titi et Daffy Duck ont eu leur propre émission à la télévision et grâce aux licences dans le merchandising. Warner Bros. A pu à nouveau faire des bénéfices. L'une des plus grandes étapes a été la fusion avec Time en 1989. Une entreprise qui possédait déjà HBO et qui, grâce aux revenus générés par Warner Bros., en était arrivée au point d'acheter la chaîne de télévision TBS. Outre Cartoon Network, TBS et TNT, la chaîne CNN en faisait également partie. La Metro-Goldwyn-Mayer et les dessins animés de Hanna-Barbera, tels que La famille Pierre à Feu ou Tom et Jerry, ont alors fait partie de Warner Bros. Mais le plus grand bouleversement était encore à venir pour le studio de cinéma. Warner faisait partie de la plus grande et de la plus mauvaise fusion de l'histoire américaine. En 2000, AOL était l'une des plus grandes entreprises Internet et était estimée à 200 milliards de dollars. Cette estimation était plus élevée que la valeur de Time Warner, qui était de 182 milliards de dollars. Et l'entreprise, qui a commencé avec un projecteur dans les foires, a donc eu une entrée rapide dans le business de l'Internet. Mais cette année rapide allait aussi coûter cher, car peu de temps après, la bulle.com a éclaté, et l'estimation de 200 milliards de dollars était bien trop élevée pour AOL. L'année suivant la fusion, l'entreprise avait déjà dû publier une perte de 99 milliards de dollars et de nombreuses branches d'activité avaient dû être vendues. Warner Bros. A toutefois pris assez rapidement ses distances avec AOL.
changeant de nom dès 2003 et coupant les derniers liens en 2009. Pendant cette période de turbulence dans les années 90 et au début des années 2000, Warner Bros. A toutefois continué à produire de nombreux films de haut niveau. Outre la trilogie Matrix, Le Seigneur des Anneaux et la série Harry Potter, le studio de cinéma a produit des films comme Space Jam avec Bugs Bunny et Michael Jordan, et les séries Batman et Superman ont également été poursuivies avec succès. Les derniers changements dans le sens commercial se sont produits récemment. En 2018, Warner Bros. A été racheté par AT&T, l'un des plus grands opérateurs téléphoniques des États-Unis. La plateforme de streaming HBO Max a ainsi vu le jour et une grande partie du catalogue de films de Warner Bros. Est ainsi arrivée directement sur le téléviseur. En mai 2021, l'entreprise Discovery a fait son entrée dans le capital, ce qui devrait réserver de nombreuses autres nouveautés dans le domaine du streaming à l'avenir. Hollywood et le secteur cinématographique en général ont été secoués en octobre 2017 par le hashtag MeToo. Des acteurs, des producteurs et même des réalisateurs ont été impliqués dans des affaires de harcèlement sexuel, d'agression et de nombreux autres délits. Au plus fort du mouvement MeToo, qui a révélé les comportements inappropriés et même criminels sur les médias sociaux, le président et CEO de Warner Bros. A également été touché. Kevin Tsujihara, qui, selon Variety, faisait partie de Warner Bros. Depuis 1994 et a été promu à la tête du studio en 2013, avait une liaison extra-conjugale avec l'actrice Charlotte Kirk et poussait les producteurs à l'impliquer dans des projets de films. La relation entre l'actrice et le PDG de la Warner a commencé en 2012. Alors que Tsujihara avait 45 ans et était sur le point de divorcer, et que Kirk était une actrice de 20 ans, encore sans succès. Il ne s'agissait toutefois pas d'une relation normale. Kirk a rencontré Tsujihara par l'intermédiaire de l'homme d'affaires australien James Baker, qui a fait pression sur l'actrice pour qu'elle accepte les sollicitations sexuelles de Tsujihara. Cela a été mis en lumière par la publication de messages textuels dans lesquels il s'est avéré que l'actrice avait cédé aux pressions de Tsujihara, mais aussi du réalisateur et producteur Brent Ratner, afin d'obtenir des auditions et des rôles pour des productions de la Warner. En 2019, Tsujihara a démissionné de son poste de PDG. L'histoire de Warner Bros, et surtout celle des 4 frères, est une histoire pleine de hauts et de bas. Grâce à des investissements habiles, ils ont révolutionné l'industrie cinématographique et ont pu développer leur idée de manière toujours plus poussée. Même s'ils ont connu des revers, ils ont créé l'un des plus grands studios de cinéma du monde et ont toujours su faire leurs preuves. Même dans les moments difficiles, ils sont restés fidèles à leurs valeurs et ont suivi leur propre voie. Mais cela n'a été possible que parce qu'ils avaient tous des qualités différentes et qu'ils ont su travailler ensemble. Grâce à l'habilité prémonitoire de Sam, qui a fait breveter des techniques pour la Warner Bros., à l'habilité financière d'Albert et au charme de Jack Warner, qui a négocié les contrats avec les acteurs et noué des contacts à Hollywood. Mais la Warner Bros. N'a pas échappé non plus à quelques scandales. Il s'agit toutefois plutôt de dérapages de quelques-uns, et non d'une politique générale de l'entreprise. Quels sont les films de Warner Bros. Dont tu te souviens le plus ? Le Seigneur des Anneaux ? Matrix ? Harry Potter ? Ou toute autre chose ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu souhaites en savoir plus sur le succès et les coulisses des plus grandes entreprises du monde, n'hésite pas à nous laisser un abonnement gratuit. Avec chaque like ou commentaire, tu peux nous aider à créer un tel contenu pour toi.